Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. De retour sur le plateau de Punchline avec Jean-Sébastien Ferjou, avec Loïc Signor de CNews, avec Alexandre Vecchio du Figaro et Joseph Massescaron. Alexei Navalny, l'opposant russe à Vladimir Poutine, emprisonné en Sibérie, a tweeté pour affirmer son soutien à Emmanuel Macron. Il s'est aussi dit choqué du prêt de 9 millions d'euros contracté en 2014 par la candidate Marine Le Pen. Explication de Sandra Thiambo. C'est en français, langue qu'il a appris à l'université, qu'Alexei Navalny s'est exprimé ce mercredi depuis sa prison en Russie. Dans une série de 18 tweets, l'opposant russe évoque la présidentielle française et s'amuse de la situation. Je me rends compte de l'ironie de la situation. Un prisonnier russe s'adresse aux électeurs français, mais techniquement, je suis en prison à cause d'une plainte déposée par une entreprise française. Rapidement, Alexei Navalny invite les électeurs français à voter pour Emmanuel Macron. C'est sans hésitation aucune que j'appelle les Français à voter pour Emmanuel Macron le 24 avril. Mais je voudrais m'adresser à ceux qui n'excluent pas de voter pour Marine Le Pen. Je voudrais vous parler de la corruption et du conservatisme. Le militant s'est dit choqué du prêt de 9 millions d'euros contracté auprès d'une banque russe en 2014 par l'ancien parti, le Front National. Je ne doute pas un seul instant que leurs négociations avec ces gens et leurs transactions avec eux comportent un accord politique secret. C'est de la corruption. Et c'est une vente de l'influence politique à Poutine. Alexei Navalny l'assure du fond de sa cellule, il soutiendra la France, les Français et Emmanuel Macron le 24 avril prochain. Alexandre Devecchio, ça vous surprend, cette irruption d'un opposant russe dans la campagne française ? Je pense qu'il c'est de l'ingérence étrangère ou pas? Oui, on va. C'est ça. Il tente de pirater l'élection. Je pense qu'il s'adresse aussi à l'opinion russe, puisque lui, c'est ce qui l'intéresse. Il se place en opposant. Ensuite, voilà, c'est un tweet sans preuve. Moi, ce que je trouve assez scandaleux, c'est que ce soit Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre, des candidats qui pèsent, là, qui pour le coup sont au second tour, ne puissent pas se financer dans des banques françaises. En tout cas, à l'époque, même aujourd'hui, c'est très compliqué. Emmanuel Macron avait promis d'ailleurs que ça changerait, qu'il fallait une banque de la démocratie. Promesse non tenue, c'est dommage, parce que ça aurait été préférable pour la démocratie et ça aurait évité ce type de soupçons jetés à coups de tweet et qui ne prouvent rien. Mais Joseph Massescaron, sur cette... Oui, bon, ça vous inspire pas? Non, je pensais que c'était vraiment la même chose qu'Alexandre, c'est-à-dire que je ne crois pas que ce soit en mesure de faire bouger une seule voix en France. Mais la seule chose, en effet, c'est que Navalny, il s'adresse à l'opinion bien sûr publique russe, mais surtout à l'opinion publique européenne. Et il se rappelle justement à leur existence, c'est-à-dire qu'il dit bon souvenir des Européens. C'est quand même un élément important pour ça. Ce tweet est important parce qu'il se dit il y a en effet les éléments, la guerre en Ukraine, et il y a aussi une situation qui est dramatique pour les opposants russes. La guerre en Ukraine, elle va peser aussi ce soir dans les débats, Jean-Sébastien Ferjou. Les positions des uns et des autres par rapport à Vladimir Poutine, par rapport à l'attitude adoptée face à la Russie, ça sera évidemment quelque chose d'important, de central. Je ne sais pas si ça sera central, mais ça compte, je pense, pas forcément sur les questions géopolitiques stricto sensu, mais sur la question de la compétence. Quand on est dans une période d'incertitude géopolitique, économique, où on voit une Europe face à une menace dont on maîtrise mal les contours, ça n'incite pas à l'aventure politique. Et Marine Le Pen, justement, ressemble à une forme d'aventure politique, parce qu'il n'y a pas seulement elle, il y a la question de sa compétence. Alors admettons que ce soir, elle fasse un meilleur débat que ce qu'elle avait fait la dernière fois, mais elle paraît quand même très seule. On voit pas autour d'elle, alors elle met toujours en avant une ou deux personnalités, Jean-Paul Garot ou d'autres, mais il y a quand même cette question-là de comment se comporterait-elle. Parce qu'on le disait tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de programme où c'est les mêmes qu'avant. Et finalement, je suis pas certain que les Français se déterminent par rapport à ça. On a vécu un quinquennat où rien de ce qui devait se passer ne s'est passé comme prévu. Donc je pense qu'à l'arrivée, beaucoup de gens se disent, mais finalement, quand on est en train de naviguer sur des océans inconnus, ce qui compte, c'est de se dire que le capitaine ne va pas nous précipiter dans le premier iceberg, plus que finalement comment il va régler le thermostat du salon lounge. Vous voyez, et donc je pense que ça joue de ce point de vue-là pour Marine Le Pen, et que comme elle représente quand même un peu cette aventure politique, ou pas forcément aventure, mais cette entrée en terre inconnue, plus précisément, c'est quand même un frein
à minima, pour des gens qui peut-être sont dans le rejet d'Emmanuel Macron, mais sont inquiets aussi pour leur assurance vie, aussi pour... On est un pays où les gens, c'est malheureux à entendre, je le conçois parfaitement, pour des gens qui peuvent être, eux, dans des difficultés financières, mais globalement, nous sommes un pays où il y a quand même beaucoup de choses à perdre, où les gens ont beaucoup de choses à perdre. Il faut toujours se méfier de ce qu'on vous répète, de ce qu'on nous répète en permanence, comme si c'était des vérités, des axiomes, et qu'on répète et répète et Par répète. exemple, Le premier, c'est jamais. On n'a jamais vu un événement étranger, une crise étrangère peser sur une élection présidentielle. Écoutez, là, franchement, elle a pesé sur cette élection présidentielle. Et elle pèse sur cette élection présidentielle. Elle va peser aussi sur le débat de ce soir, incontestablement. Donc il faut toujours remettre en question, justement, parce que nous sommes rentrés dans des zones à haut risque où c'est le règne, pardon d'être cuisse, mais c'est le règne des aléas par rapport aux invariants structurels, comme le rappelait Jean-Sébastien. Donc c'est justement pour cette raison qu'il faut se méfier de ce qui apparaît comme établi. Là, on est dans un désordre établi, et ce désordre établi montre que, en effet, des éléments étrangers, voilà. Mais il y a aussi géopolitique, parce que pour moi, la question de la pandémie est une question aussi géopolitique, bien évidemment. Donc ces éléments-là pèsent, évidemment, vont peser sur cette présidentielle, ont déjà pesé sur cette présidentielle. Et ça, c'est une première, et je pense qu'après, on aura le temps d'analyser. Loïc Signor. Oui, c'est sûr que ça va peser, cette dimension du conflit ukrainien ce soir dans le débat, parce qu'on a une candidate qui, effectivement, en 2014, n'a pas voulu condamner l'annexion de la Crimée par la Russie de Vladimir Poutine, qu'il y a une semaine encore, elle disait que l'OTAN devait accepter de tendre les bras à la Russie de Vladimir Poutine. Après la guerre. Mais dans le contexte, ça paraît une faute politique qu'elle a commise, Marine Le Pen, et dont se servira certainement Emmanuel Macron ce soir. Lors du débat, on parlait, et je suis d'accord avec Alexandre Devecchio, de ce problème en France du financement des partis politiques à l'étranger. La droite sénatoriale n'a pas vraiment joué le jeu sur la proposition de la Banque de la démocratie faite par François Bayrou à l'époque, proposée à Emmanuel Macron, qui n'a pas donné suite. Mais effectivement, elle a encore une fois été obligée d'aller chercher de l'argent à l'étranger, Marine Le Pen, et elle n'a pas été en Belgique. Elle a été chez Viktor Orban en Hongrie. Donc tout ça pèsera forcément, parce que effectivement, Marine Le Pen, c'est la promesse d'une aventure, une terre inconnue, mais en fait, Emmanuel Macron va certainement jouer le fait qu'on connaît le régime que proposera Marine Le Pen. Il va prendre appui sur la Pologne, sur la Hongrie, sur ce qu'il appelle les démocraties illibérales. On ne parle pas d'économie, on parle de valeurs et on parle de société illibérale. C'est le terme d'Emmanuel Macron, et forcément, il l'attaquera. Avec une dérive autoritaire. Viktor Orban, surtout, qui l'assume. Et je pense qu'on a une vision un peu fantasmée de ces sociétés illibérales. J'ai été à Budapest il n'y a pas très longtemps, les gens avaient l'air heureux. Ça fait 4 fois qu'ils votent pour Viktor Orban. Leur niveau de vie a progressé, le SMIC a dû tripler depuis qu'il est là. Donc, les sociétés illibérales ne ressemblent pas vraiment à des dictatures, mais je rebondis sur ce qui a été dit sur Poutine. Je pense que ça va jouer, puisque l'un des arguments principaux d'Emmanuel Macron, c'est quand même la peur. Effectivement, il y a des gens qui ont des choses à perdre, mais il y a certaines peurs qui commencent à être évacuées. Faire de Marine Le Pen une raciste ou une fasciste, on voit bien que ça fonctionne plus très bien. Alors on essaie de dire, vous n'aurez pas eu les vaccins s'il y avait eu Marine Le Pen, parce qu'elle serait sortie de l'Union européenne. On voit bien que c'est plus le cas. Bien Donc sûr. Ça fonctionne plus. Donc il reste Vladimir Poutine, et c'est drôle, on parlait de 81. On avait les chars russes en 81 aussi qui devaient débarquer à Paris. Aujourd'hui, on trouve ça grotesque. Je voulais rajouter quelque chose, Jean-Sébastien Ferjou. Oui, non, je pense que c'est de bonne guerre de la part d'Emmanuel Macron d'utiliser, justement, de faire référence à ces démocraties illibérales qu'on voit ailleurs en Europe, puisque Marine Le Pen, la première, s'en revendique. En revanche, ça peut être un terrain glissant pour lui, parce qu'elle peut facilement, pour le coup, s'appuyer sur son bilan. Il a un bilan en matière de liberté publique, Emmanuel Macron. Quand on regarde la manière dont la pandémie a été gérée, dont les libertés publiques ont été restreintes sans que ce soit corrélé à de l'efficacité sanitaire, parce qu'on peut tous comprendre quand c'est corrélé à de l'efficacité sanitaire. Mais là, on a vu des dispositifs ahurissants. On a vu des contre-pouvoirs qui ne fonctionnaient pas. On a vu un Parlement qui a accepté, le Sénat a protesté un peu, mais globalement plutôt à la marge, et on voit un Emmanuel Macron qui, quand même, n'est pas fondamentalement dans l'exercice de la démocratie représentative telle qu'on se l'imagine dans des modèles à la Scandinave. Rapidement oui, parce qu'en matière de démocratie libérale, Emmanuel Macron, ça me fait penser, c'est la social-démocratie, finalement, parce qu'il est assez similaire à ce que serait du Tony Blair ou du Gerhard Schröder, sauf qu'il a fait en dehors du PS,
mais c'est la social-démocratie sans la démocratie sociale, c'est-à-dire c'est sans les syndicats, sans participation, sans corps intermédiaire, sans concertation. 18h45 sur CNews et sur Europe 1. Vite, le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.